Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est tiré d'un oral de Mintelecom de 2021 en section MP. Soit E l'ensemble des fonctions continues de -1 inférmées dans R, pour tout fg appartenant à E carré, donc pour tout couple de fonctions de E, on note crochet fg, enfin f scalaire g, bon, on dit qu'on admet que c'est un produit scalaire, eh bien on note crochet fg l'intégrale de -1 à 1 de f de t, g de t, dt. On admet que c'est un produit scalaire. J'en dirai un mot en début de correction, je dirai à l'oral ce qu'il faut, parce que dans le sujet que j'avais, en fait, c'était une question, c'était la première question, montrer que c'est un produit scalaire. Bon, je l'ai fait plusieurs fois sur cette chaîne, et bon, c'est assez classique. Petit 1, soit grand f, l'ensemble des petits f appartenant à grand E, tel que pour tout x appartenant à 0 inférmé f de x égale 0, donc les fonctions de E qui s'annulent sur le segment 0,1 tout entier. On nous demande de calculer f orthogonal, l'orthogonal de grand F. Et en petit 2, on nous demande ce que vaut grand F plus grand F orthogonal, la somme de ces deux sous-espaces vectoriels de E. Donc grand F est un sous-espace vectoriel de E, enfin c'est pas dit tel quel, mais voilà, on l'admet, c'est assez simple à démontrer aussi. Vous pouvez vous donner 20-25 minutes de réflexion, enfin toujours la même chose, entre 20 et 25 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti. Correction, bon je dis à l'oral déjà, sur cette histoire de... Enfin, la nuance, la seule petite nuance que j'ai, enfin le seul petit truc... intéressant à dire sur crochet là, bon, pour tout fg appartenant à E carré, ça me renvoie un réel, ok, forme, le côté symétrique, pour tout fg appartenant à E, f scalaire g, enfin f crochet g égale le g crochet f, donc tout va bien, symétrique, linéaire à gauche, vous jouez de la linéarité de l'intégrale pour montrer la linéarité à gauche, puis, comme elle est symétrique, elle est aussi linéaire à droite. C'est une forme bilinéaire symétrique. Maintenant, vous prenez, pour tout f de E, f scalaire, enfin f crochet f, ça fait l'intégrale de -1 à 1 de f carré de t dt, c'est positif ou nul, donc côté positif. Et maintenant, côté défini, eh bien, si vous avez f scalaire f qui fait 0, l'intégrale de -1 à 1 de f carré de t dt est nulle. La fonction f carré est continue sur le segment -1, 1. F carré continue, positive, d'intégrale nulle sur le segment -1, 1, donc elle est identiquement nulle sur le segment -1, 1. Pour tout t appartenant à -1, 1, f carré de t est nul. Donc pour tout t appartenant à -1, 1, f de t est nul. Donc f est la fonction nulle sur -1, 1. Voilà. Ok, alors, petit 1, soit grand f appartenant, cet ensemble-là, des petits f appartenant tel que ça, calculer l'orthogonale de f. Bon, au début, j'essaye de me donner une idée. J'essaye de me dire, qu'est-ce que c'est que l'orthogonale de f? Donc, pour moi, G appartient, donc soit G une fonction de grand E, G appartient à l'orthogonale de f, si et seulement si. Pour tout f appartenant à grand F, G scalaire f égale 0. Pour tout f appartenant à E, tel que pour tout x, pour tout f appartenant à E, je me complique la vie. Pour tout f appartenant, je voulais dire, à grand F, on verra après, f scalaire G égale 0. Ok. Autrement dit, pour tout f appartenant à grand F, tel que f nul sur -1, pour éviter le truc, sur 0,1, eh bien, l'intégrale de -1 à 1 de g de t, f de t, g de t, j'aurais pu dire, g de t, f de t, dt est égale à 0. Cette intégrale est nulle. Ok. Bon, mais cette intégrale, c'est aussi l'intégrale, du coup, puisque f est nul sur -1, 1, l'intégrale de -1 à 0 de g de t, dt. De g de t, f de t, je vous dis à chaque fois, dt. Donc toutes les fonctions de E, donc E, l'ensemble des fonctions continues -1 dans R, qui sont nulles sur 0,1, eh bien l'intégrale du produit entre G et cette fonction-là, et ces fonctions-là, est toujours égale, sur -1, 0, est toujours nulle. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de dire comme ça, de manière un peu intuitive, j'ai envie de me dire, j'ai l'impression que ça impose à G, en fait, puisque c'est vrai pour toutes les fonctions f qui s'annulent sur 0,1, mais là on est entre -1 et 0, j'ai envie de dire que ça impliquerait que G est la fonction nulle sur -1, 0 pour le coup. Ce qui me ferait établir que l'orthogonale de f, donc je ferai bien attention aux deux sens, etc., mais que l'orthogonale de f, ce serait l'ensemble des fonctions de E, telles que pour tout x appartenant à -1, 0, cette fois-ci, eh bien, j'ai commencé par f, du coup, f de x égale 0, du coup. Ok. Comment je pourrais le montrer? Je pourrais par exemple me dire, tiens, si tu prenais... Alors, premier truc faux, première idée fausse, mais qui va nous donner la bonne idée. Si c'est vrai pour tout f de E qui est nul sur 0,1, j'ai qu'à prendre la fonction f définie sur E par si t est entre -1 et 0, f de t égale g de t. Comme ça ferait du intégral de -1 à 0 de g carré de t dt égale 0, et je pourrais dire des trucs. Et si t est supérieur à 0, f de t égale 0. Problème, je n'assure pas la continuité en 0 avec ça.
Alors, il se peut que, la fonction g que j'ai prise, je sais pas au préalable qu'elle vaut 0 en 0. Si je savais que g, je suis en train de réfléchir en même temps à me dire, est-ce que j'ai moyen au préalable de prouver que g vaut 0 en 0? Bon, je vais pas me casser la tête sur ça inutilement. Je vais quand même, puisque j'ai le droit de prendre n'importe quelle fonction continue sur 0, 1, pourvu qu'elle soit nulle sur, continue sur moins 1, pardon, pourvu qu'elle soit nulle sur 0, 1, je sais que cette intégrale doit être nulle. Bon. Bah, ce que je vais faire, ça y est, je mets les pieds dans le plat, soit G appartenant à grand E, je vais raisonner par implication, je vais dire si G appartient à F orthogonal, après j'essaierai de voir, analyse synthèse quoi, j'essaierai de voir dans l'autre sens si ce que j'ai trouvé, à savoir G s'annule, bon, une fois que j'aurai prouvé que G est nul sur moins 1, 0 tout entier, eh bien, j'aurai pas de mal à établir que, effectivement, pour une fonction comme ça, une telle fonction est bien dans F orthogonal. Bon, si G appartient à F orthogonal, bon. Eh bien, ce que je vais faire, sachant que je ne sais pas a priori, on a dit je ne sais pas a priori que G de 0 égale 0, j'ai aucune raison de le penser. G de 0, c'est quelqu'un, voilà, G, que je sache, pardon, maintenant, pour l'instant, G, elle fait ce qu'elle veut, entre moins 1 et 1, ok. Ok, moi je veux une fonction, bon, une fonction f qui s'annule, donc qui est nulle sur 0, 1, pardon, et qui soit le plus proche possible de G, parce que mon idée d'avoir du moins 1, intégrale de moins 1 à 0 de G carré de t dt égale 0, c'est sympa quand même. Mais bon, je peux pas forcément, donc je suis obligé de valoir 0 ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rapprocher le plus possible, et avec potentiellement une suite. J'aime bien séquencer un peu les trucs. Je vais mettre ici, je vais prendre n appartenant à n étoile, je vais placer ici moins 1 sur n. Ça aurait pu être là, c'est pour moins 1 demi, etc., etc. Ok. Là, je vais avoir donc, ici en ordonnée, G de moins 1 sur n. Donc ça, c'est la courbe de G, potentiellement, bon, ok. Et ce qui serait sympa, donc ce serait une fonction fn, donc une fonction fn qui coïnciderait avec G jusqu'à moins 1 sur n, et qui après amorcerait son atterrissage. Qui dirait, hop là, ou son décollage si on était de l'autre côté. Ok, qui ferait ça? Il dirait, bon, je fais comme G jusque là, et après, boum, je fais ma vie. Donc, soit n appartenant à n étoile, ok, et, je veux dire, pour tout n appartenant à n étoile, vous saurez même, pas vous embêter, pour tout n appartenant à n étoile, soit fn, la fonction définie sur z-1 par kx associé, donc fn kx associe, g de x, si x appartient à moins 1 sur n, fermé, ouvert, ça sera pareil, il y aura continuité en ce point. Et ici, bon, est-ce que je me casse la tête? Je me suis dit que j'allais pas me casser la tête, mais je veux quand même, je vais établir une histoire de fonction linéaire, donc ça ferait du ça ferait du j'ai pas l'habitude dans ce sens-là, mais c'est pas grave, ça ferait, si je dis pas de bêtises, du moins n g de moins 1 sur n, tout simplement, x, donc application, fonction linéaire avec ça comme coefficient directeur, si x, pardon, appartient à moins 1 sur n, j'empiète sur le territoire 0 fermé, et 0 si x appartient à 0 ouvert, 1 fermé. J'ouvre, je ferme, il y a bien continuité en moins 1 sur n et en 0. Ok. Donc fn appartient à grand F, ok, et comme G appartient à l'orthogonale de grand F, bien, l'intégrale de moins 1 à 1 de G de t, fn de t dt, égale 0. C'est-à-dire que l'intégrale, alors je vais avoir l'intégrale de moins 1 à moins 1 sur n de g carré de t, puisqu'entre moins 1 et moins 1 sur n, fn coïncide avec g, plus l'intégrale de moins 1 sur n à 0 de g de t, fn de t, bon je vais voir si je remplace par n, g de moins 1 sur n, fn de t, dt, plus 0, puisque sur le morceau, sur 0, 1, le fn va être nul, tout ça égale 0. Ok. Bon, là, c'est ce qui va se rapprocher, quand n va devenir très très grand, c'est ce qui va se rapprocher de l'intégrale de moins 1 à 0 de g carré de t dt. J'aurais pas de mal à le démontrer, à le justifier en disant, écoutez les amis, g carré continue, donc l'intégrale de moins sur 0,1 carrément, sur moins 1 même, pardon, et donc l'intégrale de moins 1 à moins 1 sur n de g carré de t dt tend, lorsque n tend vers plus infini, vers l'intégrale de moins 1 à 0 de g carré de t dt. Aucun souci avec ça. Ok, c'est ce morceau-là qui peut-être me pose problème. Bon,
me pose pas tant de problème que ça. Et en fait, j'ai écrit ça juste pour rassurer mon lecteur sur le fait que cette fonction a bien du sens, etc. Mais je vais aller assez vite en disant, écoutez, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais utiliser tout simplement mon théorème des bornes atteintes. G continue sur le segment moins 1 carrément. Donc, elle est bornée et atteint ses bornes. Sur moins 1. Ok. Donc en particulier, eh bien, il existe, le doux est très très moche, il existe un grand M appartenant à R+, tel que pour tout X, pour tout T appartenant à moins 1, fermé, j'ai commencé par X, G de X en valeur absolue est inférieur ou égal à grand M. Ok. Maintenant je regarde ce que fait Fn entre moins 1 sur n et 0. Donc, je pourrais, j'ai juste flemme de revoir l'expression, mais je peux très bien m'en resservir. Eh bien, Fn, en fait, elle se balade, donc elle est décroissante ou croissante selon la valeur de G de moins 1 sur n, et elle se balade entre, les valeurs qu'elle prend, c'est entre 0 et G de moins 1 sur n. Et attention, G de moins 1 sur n pourrait être négatif. Mon schéma, j'ai pris un truc positif, mais il pourrait être négatif. Et pour tout x appartenant à moins 1 sur n, 0, eh bien, valeur absolue de Fn de x est inférieure ou égale à valeur absolue de G de moins 1 sur n, qui est lui-même inférieur ou égal à grand M. Voilà. Du coup, elle atteint ses bornes, je m'en suis pas servi. Elle est bornée pour la continuité de G. Pour la continue sur le segment, théorème des bornes des atteintes, j'ai utilisé le théorème des bornes. Pas forcément atteinte ne m'intéresse pas spécialement ici. Ok, donc, la valeur absolue de l'intégrale de moins 1 sur n à 0 de G de t, Fn de t, dt, va être inférieur ou égal avec l'inégalité triangulaire pour les intégrales à, alors je suis bien dans le bon sens, borne du bas inférieure ou égale à borne du haut, à l'intégrale de moins 1 sur n à 0 de la valeur absolue de G de t, valeur absolue de Fn de t, dt, qui elle-même va être inférieure ou égale, du coup, grâce à ça, à l'intégrale de moins 1 sur n à 0, donc valeur absolue de G de t dt, valeur absolue de G de t, pardon, c'est inférieur ou égal à grand M, ça aussi c'est inférieur ou égal à grand M sur ce morceau, on a dit, donc c'est inférieur ou égal à l'intégrale de moins 1 sur n à 0 de m carré dt, qui n'est autre que, donc, constante que j'intègre entre ça et ça, donc longueur de l'intervalle, 1 sur n, donc m carré sur n. Ok. D'où, que dire de tout ça? Bon, cette chose en valeur absolue est positive, elle est inférieure ou égale à m carré sur n. D'après le théorème des gendarmes, eh bien la limite de cette chose en valeur absolue, puis de cette chose sans valeur absolue, eh bien c'est 0. La limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins 1 sur n à 0 de g de t, fn de t dt est égale à 0. Ok. Sympathique. Eh bien, donc en fait je pourrais écrire cette égalité que je peux appeler étoile. Eh bien, je pourrais écrire que pour tout n appartenant à étoile, ceci égale moins cela. Or, la limite de moins cela, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite d'après étoile, donc c'est f étoile, la limite de l'intégrale de gauche est aussi 0. Limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins 1 à moins 1 sur n de g carré de t dt. J'ai séquencé avec du 1 sur n, d'aucuns auraient pu prendre du epsilon. Ok, voilà. G carré de t dt est égal à 0. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, g carré continue sur moins 1 infermé. Donc, la limite de cette dame n'est autre que l'intégrale de moins 1 à 0 de g carré de t dt. Moins 1 sur n de g carré de t dt égale, c'est un peu laid, il faut que je m'applique, le moins il part complètement en vrille, égale l'intégrale de moins 1 à 0, disais-je, du coup de g carré de t dt. Par unicité de la limite, ça est égal à ça. Enfin, intégrale de moins 1 à 0 de g carré de t dt égale 0. G carré continue positive sur le segment moins 1, 0, pardon. Donc, pour tout t appartenant à moins 1, 0, g carré de t est nul, pardon, donc g de t est nul. Ok, et en particulier, g s'annule en 0, d'accord. Donc, si g appartient à f orthogonal, alors j'ai ça. Réciproquement, si pour tout t appartenant à 0 à moins 1, 0, g de t est égal à 0, eh bien, pour tout f appartenant à grand F,
intégrale de moins 1 à 1 de g de t, f de t, dt, ça va être égal, avec Chal, à l'intégrale de moins 1 à 0 de g de t, f de t, dt qui va faire 0 à cause de g, plus l'intégrale de 0 à 1 de g de t, f de t, dt qui va faire 0 cette fois-ci à cause de f. Égale la tête à Toto égale 0. Donc, G appartient à f orthogonal. Enfin, f orthogonal, eh bien c'est bien l'ensemble, comme on l'a prédit, comme on l'a senti, des fonctions f appartenant à grand E, telles que pour tout x appartenant cette fois-ci à moins 1, 0, eh bien f de x est égal à 0, ou dg si vous voulez. Voilà. Ok, bon, sympa, je sais pas, j'ai l'impression que, bon, avec les outils de première année, j'ai l'impression que c'est ce qui aurait de plus simple à faire, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire. Et que vaut, question 2, f plus f orthogonal, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce qui m'a plu un peu dans cet exercice, relativement classique, situation relativement classique, on va dire. Bon, en attendant que ma caméra arrête de me victimiser, j'ai rappelé qui était f et f orthogonal, donc j'ai juste changé la lettre ici pour histoire d'y voir plus clair, mais ça change rien. Donc f, l'ensemble des f de E tels que pour tout x appartenant à 0, 1 fermé, f de x égale 0, f orthogonal, l'ensemble des g de E tels que pour tout x appartenant à moins 1, 0, g de x égale 0. Bon, je vais voir que vaut f plus f orthogonal. Bon, vu la question, peut-être qu'il s'agirait de dire, ah bah regardez, c'est pas eux. Ils sont même pas en somme, leur somme n'est même pas égale à eux. Donc ils seraient même pas supplémentaires dans eux cette fois-ci. Bon, on va voir pourquoi. Soit h appartenant à f plus f orthogonal. Bon, il existe un f appartenant à un fg, j'aurais pu dire appartenant. Il existe un f appartenant à E, il existe un g appartenant à... Il existe un f appartenant à grand F, pardonnez-moi. Un g appartenant à grand F orthogonal, tel que h soit égal à f plus g. Ok. Bon, ça peut pas reconstituer E tout entier, en fait. Parce que, en particulier, j'allais dire pour tout, non. En particulier, h de 0, bah c'est f de 0 plus g de 0. Ça fait 0. Donc ça impose une condition sur h. Ça ne reconstitue pas E tout entier, déjà. Donc f plus f orthogonal n'est pas égal à E. Donc ça serait inclus dans les fonctions continues sur moins 1 qui s'annulent en 0. Est-ce que cette condition nécessaire, du coup, pour être dans f plus f orthogonal est suffisante? Si je prends une fonction h appartenant à E telle que h de 0 égale 0, est-ce que je peux construire une fonction f dans grand F, une fonction g dans f orthogonal, telle que h soit leur somme? Eh bien, il me semble que oui. Il me semble que là, je vais pouvoir, en posant f, la fonction définie sur moins 1 par f qui a x associe, h de x, si x appartient à moins 1, 0, 0, 0 ouvert ou fermé, on s'en fiche, 0 si x appartient à 0 ouvert fermé, et soit g la fonction qui a x associe, et bien cette fois-ci 0 si x appartient à moins 1, 0 fermé, et h de x si x appartient à 0 ouvert fermé. Ces deux fonctions, f et g, f appartient, donc ces deux fonctions sont bien continues sur moins 1 fermé. La continuité en 0 est assurée par la valeur de... on regarde à droite et à gauche et la valeur de h en 0. F appartient à grand F, G appartient à F orthogonal, et quand on regarde x par x, pour tous les x entre moins 1 et 0, on a bien que f de x plus g de x égale h de x, pardon, je sais plus parler, et pour tout x appartenant à 0 ouvert fermé, f de x plus g de x est égal, encore une fois, h de x. Donc pour tout x entre moins 1 et 1 fermé, h de x égale f de x plus g de x, autrement dit, h est bien égal à f plus g. Très bien, donc, h appartient à f plus f orthogonal. Donc f plus f orthogonal, enfin, f plus f orthogonal est égal à l'ensemble des petits h, si on veut, appartenant à grand E, tel que h de x est égal, h de 0, pardon, est égal à 0. Toutes les fonctions de grand E qui s'annulent en 0, donc qui est inclus sans être égal à E tout entier. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui permet que, ici, leur somme ne fait même pas E, donc ils rêvent même pas d'être supplémentaires dans E? Eh bien, leur intersection est bien, réduite au vecteur nul de. Pourquoi? Parce qu'une fonction qui est dans f et dans f orthogonal, j'ai rien dit. Donc oui, l'intersection là toujours de toute façon, mais qu'est-ce qui permet justement de pouvoir échapper à cette histoire de supplémentaire? Le fait que nous soyons pas en dimension finie. Si E avait été
espace euclidien, un R espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire, le produit scalaire on l'a ici, eh bien, il n'y aurait pas eu de problème. Tous les sous-espaces vectoriels, pour tout f sous EV de grand E, on aurait eu f plus le petit rond, f plus f orthogonal égale E tout entier. Et même dans le cas, comme ici, d'un espace pré-hibbertien réel, donc muni d'un produit scalaire réel, espace R espace vectoriel, mais pas de dimension finie, dimension infinie ici en l'occurrence, si grand F avait été un sous-espace vectoriel de grand E de dimension finie, eh bien nous aurions eu F plus rond F orthogonal égale E. F et F orthogonal supplémentaires dans le. Ça, j'en parlerai plus en détail, je prépare peut-être ou pas, on verra, hein, où est l'arnaque pour jouer sur ces petites nuances. Voilà. Mais là, en l'occurrence, voilà, on n'est pas dans cette situation, ce qui nous permet d'avoir peut-être une somme que d'aucuns diraient inattendue, mais bon, voilà, un petit contre-exemple sympathique pour mettre les idées en place, pour comprendre l'importance de l'hypothèse dimension finie. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.